Bonjour à tous, vous allez entendre là la retranscription d'une émission Twitch que nous faisons tous les jeudis, chaque semaine. Donc là, vous allez entendre en fait l'interview de Marie-Hélène Bellac concernant la notion même de peuple suite à son livre La peur du peuple. Le livre, évidemment, est sur les années 1870, mais évidemment, avec ce qui se passe en ce moment en France, ça avait du sens de la faire venir en direct avec les questions des internautes, vos questions les uns et les autres. Comme ça, vous allez pouvoir écouter comment ça se passait, à défaut de le voir habituellement, puisque c'est en direct avec des images sur Twitch, donc de façon gratuite. Vous pouvez venir sans aucun problème, puisque vous avez toutes les semaines un petit message de ma part. Voilà, donc je vous laisse avec cette interview double, en fait, si vous voulez, Marie-Hélène Bellac, évidemment, et de l'autre côté, vous-même, les internautes qui étaient là ce soir-là et qui pouvaient poser des questions en direct. Timeline. Richard Fremder. On va parler du peuple, mais d'abord je voudrais commencer par la notion même juridique de peuple. Le peuple, c'est pas une notion juridique, il n'existe pas le peuple juridiquement parlant, ça veut rien dire. Non, il n'existe pas, et pourtant, au moment de la Révolution, ce qu'on appelle la Grande Révolution de 1789, c'est bien le terme qui est tout le temps utilisé pour signifier d'ailleurs pas tellement finalement l'ensemble des Français, mais presque plus le tiers-État. C'est-à-dire, au fond, cette puissance montante qui n'a aucun droit et qui en demande. Et qui est donc à l'origine de la Révolution, la suppression des privilèges pour les nobles et pour le clergé. Et donc le peuple devient quand même l'entité au nom de laquelle la nouvelle construction politique se bâtit. C'est au nom du peuple, le peuple souverain. D'accord. On a bien ce terme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais le peuple souverain, normalement, c'est tout le monde. Oui, ça devient tout le monde. À partir du moment où on abolit tous les privilèges, voilà, tous les hommes sont égaux, donc ils constituent ce peuple. D'accord. Donc à partir de la Révolution, Alors avant, le peuple, c'est plutôt ce qu'on dirait, nous, le bas peuple. Le bas peuple. Par opposition justement à la noblesse. C'est pour ça que je disais, au fond, la notion ne prend son sens actuel qu'à partir de 89. Parce qu'avant, donc, le bas peuple, le peuple, la populace, les vilains, voilà, c'est ça. Par rapport aux riches, aux nobles, aux clergés, même aux bourgeois, une partie de la bourgeoisie, voilà. Tandis que en 89, on abolit les privilèges et on a le peuple souverain. La France, les Français constituent un peuple. Et c'est ça qui est nouveau. Oui, d'accord. Je pense. Oui, je suis plutôt d'accord avec vous, effectivement. Vous écoutez Timeline, 5000 ans d'histoire. Je suis Richard Fremder et je suis ravi de partager avec vous ce moment d'histoire. Vous le savez peut-être, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, la page Facebook Timeline 5000 ans d'histoire, sur Instagram Timeline-du-bas podcast, sur Twitch aussi, la télé en direct chaque mois Timeline-du-bas podcast, et bien sûr notre site internet timelinepodcast.fr où vous retrouverez en plus des émissions, les textes, les actualités et plein d'autres choses. Pour s'abonner au prix d'un café par mois, c'est très simple, le lien est dans la description. Alors c'est vrai que j'avais très envie de vous avoir en ce moment, vu ce qui se passe dans l'actualité française. En tout cas, on n'est pas là du tout pour parler de ce qui se passe, pour commenter l'actualité, c'est pas notre rôle. Mais beaucoup m'ont posé des questions, m'ont dit est-ce que ça ressemble à 1830 ou à 1848 ? Est-ce qu'on va tous mourir ? Et quand on entend parfois les médias qui en rajoutent, est-ce que c'est une nouvelle révolution ? Est-ce que c'est la fin de la Ve République ? Est-ce que c'est la fin même de la République ? Les médias nous donnent une vision apocalyptique de la situation. Ça c'est clair. C'est je dirais même, on est même plus loin. On est dans le discours de Louise Michel, l'anarchiste, dans les années 1880-90, qui annonce le grand cataclysme qui va tout renverser, tout le monde mourra, une nouvelle humanité surgira dans le bonheur. Voilà.
Et c'est intéressant parce que en relisant votre livre pour préparer l'émission, vous parlez de Louis-Philippe qui arrive devant l'Assemblée, on va y revenir évidemment, mais vous dites que veut dire une majorité parlementaire face à un pays qu'elle ne représente pas. On est vraiment dans c'est vrai qu'en relisant parfois certains passages de mon livre, je me suis dit, mais quand je l'ai écrit, évidemment, on n'était pas dans cette situation. Et finalement, ça résonne par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est assez étonnant. 1847, c'est là aussi... Encore une fois, sans faire de parallèle, parce que ça veut rien dire, bien sûr, en histoire, mais quand on voit des malversations, des dilapidations dans l'armée, de la corruption, des ministres mis en cause, de l'enrichissement personnel, on se dit, mais alors ça change jamais. C'est vrai que souvent au départ de toutes les révolutions, il y a comme ça... Alors il y a à la fois, disons, il y a toujours une crise générale, une crise économique et sociale. Et puis il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui des affaires. On a toujours eu des scandales. Bien sûr. Et on a à la veille de chaque révolution et qui vont faire monter, je dirais, enfin surtout si ces affaires sont montées en épingle, elles vont se raccrocher à la situation générale et permettre à ce moment-là d'aller plus loin, effectivement, dans l'insurrection. Est-ce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'opposition ? Il y a la presse qui, évidemment, est née à cette époque-là, enfin, a vraiment augmenté à ce moment-là. Est-ce que la presse a beaucoup d'importance et joue un rôle d'opposition ? Oui, la presse joue un rôle important. Alors, d'ailleurs, à chaque fois, parce que en 1830, ce qui provoque quand même la Révolution, ce sont les ordonnances de Charles X. Et la première de ces ordonnances, elle supprime la liberté de presse. Ensuite, sous donc ce règne de Charles X, il va y avoir donc il y a une série d'oppositions. En 48, la presse avait été muselée, et à nouveau, la Révolution, ça va être la presse qui ressurgit. C'est ça. Donc à chaque fois, la presse joue un rôle important. Bon. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, parce que maintenant, on a mis carrément les pieds dans le plat, mais comment on y arrive à ces révolutions ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à 1830 ou peut-être pas ? Est-ce que ce sont les mêmes révolutions, 1830 et 48 déjà ? Ce ne sont jamais exactement les mêmes, mais il y a toujours un certain nombre d'éléments communs. Comme je disais, il y a toujours d'abord un contexte. Et c'est vrai aussi en 1789, on peut même remonter plus loin. Et si on va parler d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un malaise, même s'il y a une croissance économique, les gens n'en profitent pas, ne le ressentent pas. Hein. Bon. Donc il y a toujours un malaise économique et social. Il y a, en général, il faut qu'il y ait des organismes organisés en sous-main, et là c'est beaucoup plus difficile de les connaître. Enfin, on sent très bien qu'en 1830, des sociétés républicaines, ce qu'on appelait la charbonnerie, a joué un rôle important. Qu'en 1848, tous ces groupes républicains qui avaient été interdits, puisqu'on n'avait même plus le droit de dire le mot républicain. Les républicains, c'était les radicaux. Ils avaient pris ce nom, ils avaient emprunté ce nom aux Anglais. Et donc, en réalité, il existait toutes sortes d'associations secrètes, avaient même été mises en place en prévision des élections législatives de 1836, des municipalités occultes. Vous voyez, il y avait tout un maillage qui va surgir au moment de la Révolution de 48 et qui va permettre d'organiser ce qui est un mouvement plus ou moins spontané, voilà, et de faire en sorte que ce qui est spontané devienne fasse tache d'huile et qu'on occupe les bons endroits, qu'on dresse les barricades où il faut, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ces mêmes éléments. Bon, après, il y a beaucoup d'autres éléments. La réaction du pouvoir qui n'est pas la même en 1830 et en 1848. C'est vrai qu'en 1830... Charles X met un certain temps à se rendre compte que, bon, c'est fini, hein, entre le 25 juillet et le 31 juillet, où finalement, il se décide à quitter Saint-Cloud, mais d'abord pour Versailles, après pour Rambouillet. Enfin, il met du temps à partir. Tandis que Louis-Philippe, en 1848, l'affaire, je dirais, est expédiée en 3 jours. Hein, et il dit que c'était pire que c'est. Il le dit, d'ailleurs. Il le dit lui-même, hein, voilà. Après... Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. On en parlait un petit peu tout à l'heure. En 1830, c'est vrai que, en réalité, on a là donc des républicains qui voudraient instaurer la République, mais qui ne sont pas encore assez puissants. On a les libéraux, qui sont une opposition, bien sûr, à Charles X, mais qui ne veulent surtout pas de la République. Donc, ils vont essayer d'abord de négocier avec Charles X, via Marmont, via Polignac. Ils n'y parviennent pas. Et finalement...
ils se disent que la seule personne à trouver, parce qu'il faut bien trouver quelqu'un pour prendre la place, il y a ce problème aussi à chaque fois, hein, ça va être donc Louis-Philippe d'Orléans, qui depuis longtemps attendait son tour. Et là-dessus, il y a aussi un autre homme qui va se greffer, un homme, je dirais, qui est providentiel, qui est Lafayette. Parce que Lafayette est revenu, lui aussi, attiré par ce qui se passe. Et on lui confie la municipalité. Il reconstitue cette garde nationale qui avait été dissoute. Et au fond, Louis-Philippe, au départ, est très prudent, très inquiet. Il se rend à l'hôtel de ville et il faut bien dire que ce geste fameux où Lafayette le prend dans ses bras, ils s'enroulent tous les deux dans le drapeau tricolore, la foule crie et finalement on sauve d'une certaine... Enfin, les libéraux sauvent le régime qu'ils voulaient, c'est-à-dire maintiennent une monarchie. Il n'y a pas de république. En 1948, les républicains n'ont pas du tout l'intention de se faire voler cette fois-ci. Ils sont plus nombreux déjà. Ah oui, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont mieux organisés. Ils ont notamment 2 journaux, puisqu'on parlait des journaux, notamment La Réforme, qui est plus à gauche, qui a déjà constitué là aussi des embryons pour prendre le pouvoir. Donc là encore, il y a des gens qui sont prêts, et puis là... L'homme qui va sauver la situation en quelque sorte, c'est-à-dire à réussir à concilier très temporairement la République, même la République socialiste avec les libéraux qui ont peur de la République. Ils veulent bien de République si c'est un nom vide, c'est Lamartine. Évidemment, voilà. Bien sûr. Voilà. Lafayette est déjà âgé en fait dans les années 1830, dans ces années-là, et ensuite en 48, il est très très vieux. Oui, très vieux. Et c'est curieux parce qu'il a toujours pensé qu'il serait l'homme providentiel. Déjà à l'époque de la Révolution, en 89, il s'est fait, il a dû émigrer quand même. Il est parti vraiment parce que en plus il avait une image terrifiante, puisqu'il avait après la fusillade du Champ de Mars. Exactement. Oui. Alors c'était déjà le capitaine Morphée, je crois, le général Morphée, Morphée au moment où ils étaient partis à Varennes, et ensuite effectivement la fusillade du Champ de Mars. Oui. Et plus ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc il revient. Il revient en 1830. Pour reconstituer la garde nationale. Parce qu'aussi, un des reproches qui avait été fait à Charles X, c'était qu'il avait dissous la garde nationale. Et la garde nationale, c'est les citoyens en armes. Donc, théoriquement, c'était sacré, Donc, il revient, il reconstitue cette garde nationale. Et bon, les libéraux, c'est vrai que les républicains n'ont pas à ce moment-là les moyens de vraiment s'imposer, mais les libéraux imposent une monarchie. Alors, une monarchie qui se voulait quand même avec des acquis révolutionnaires. Louis-Philippe est roi des Français, non pas roi de France. On prend le drapeau tricolore. Donc, il y a beaucoup de gages qui sont donnés. Et puis, le régime va se durcir. De toute façon, les débuts du régime de Louis-Philippe sont très difficiles parce qu'on a l'insurrection des Canuts en 1831, on a pas mal de révoltes républicaines justement fomentées par les républicains, et puis les républicains sont vraiment sauvagement écrasés dans ces années 1833-34. Est-ce qu'on peut dire en fait que ces révolutions, en fait, c'est toujours latent, on a l'impression que ça monte petit à petit, c'est les raisins de la colère et qui reste toujours dessous quelque chose. C'est pour ça, je trouve d'ailleurs en histoire, c'est quelque chose, je crois qu'on n'écrase jamais complètement un sentiment puissant. Et un mouvement. Il y a toujours un mouvement, il reste et il ressurgit. Je ne crois pas dans le cours de l'histoire. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. On a aussi, ce qui est important, je crois, des leaders. Parce que pour une révolution, pour une vraie révolution réussie, il faut des leaders. Il faut peut-être une idée aussi. Une idée. Ou des idées. Des idées, parce que justement, en 1848, il y a des idées et même des idées antagonistes. C'est ça. Entre ceux qui veulent une république libérale et ceux qui veulent une république sociale, voire socialiste. Exact. Et là, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y ait des idées énormément, ni de leaders, en fait, si on faisait un parallèle avec aujourd'hui. Moi, je n'en vois pas. On n'en voit pas, donc c'est non, d'ailleurs, l'opposition a démontré son incapacité jusqu'à présent. Jusqu'à présent, justement, c'est certain. À trouver une solution. C'est certain. 1848, donc la fin, si on arrive donc à la fin de Louis-Philippe, il y a une histoire de banquet
qui n'est pas forcément évidente, et c'est le début de la fin, ça va aller très très vite. Comment ça s'est délité et comment on arrive à cette histoire de banquet? Alors, en fait, Louis-Philippe a durci son régime. En plus, il a surtout, disons, déçu ce qu'on appellerait aujourd'hui les couches moyennes, c'est-à-dire cette petite bourgeoisie qui pensait qu'il allait instaurer une monarchie des capacités. Alors, les capacités, c'était ceux qui n'étaient pas très riches, mais qui savaient lire, écrire, qui avaient un certain bagage. Donc, on leur a donné du pouvoir au niveau municipal, mais le roi et ses ministres ont refusé d'abaisser suffisamment le cens, c'est-à-dire qu'on vote au suffrage censitaire. Donc, il y a seulement 241 000 personnes qui votent sur 36 millions de Français. Heureux temps. Voilà. Donc, en fait, il y a toute une partie de la société qui en a voulu. Bon, en plus, c'est vrai qu'on est dans une situation économique, là aussi, on pensait que ce serait la prospérité. Et bon, il y a une crise économique qui n'est d'ailleurs pas que le fait de la France. Je veux dire, c'est pas purement français, mais qui touche à la fois le monde paysan, c'est même du monde paysan que ça part avec des mauvaises récoltes, mais qui du coup va évidemment toucher tout l'artisanat, le monde. La grande industrie est encore très minoritaire. Il y a à peine 1 million, même si ce sont d'ouvriers vraiment ce qu'on peut appeler le prolétariat, même la si grosse ce sont révolution industrielle, des noyés, des noyaux, pardon. En fait, tout ce mécontentement se traduit parce que ce roi donc ne veut pas évoluer, et ce qui se passe, c'est qu'on a deux oppositions, une opposition républicaine, même s'ils ne s'appellent pas donc républicains, ils n'ont pas le droit, les radicaux, et puis à l'intérieur même des gens qui sont pour Louis-Philippe, il y a ce qu'on appelle l'opposition dynastique. L'opposition dynastique, ce sont des gens qui sont pour la dynastie, mais qui estiment qu'il faut des réformes, et notamment deux réformes, donc l'abaissement du cens électoral, pour qu'il y ait plus de gens qui votent, et puis aussi une réforme parlementaire, en particulier qu'on ne puisse plus cumuler un emploi dans la fonction publique avec une députation à l'Assemblée, parce que ça permet toutes les combines. Voilà, vous venez d'écouter l'extrait d'une émission Timeline 5000 ans d'histoire qui fait 1 heure en moyenne. Pour écouter la suite et bénéficier de plus de 300 émissions en ligne écrites par des historiens avec les sources, des interviews, etc., il vous en coûtera seulement le prix d'un café par mois, 2 €. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des avis, des idées à partager, n'hésitez pas. Nous sommes en direct tous les jeudis sur Twitch, timeline_podcast, et c'est gratuit.